Dans cet épisode du balado compte complet. Alex, c'est pas digne d'une franchise du baseball majeur. Comment on peut accepter ce genre de situation-là si tôt en saison? Marc, tu enlèves les mots de ma bouche. Ce n'est pas digne d'une équipe du baseball majeur. Cette organisation, ces propriétaires-là ne méritent pas le baseball majeur. Mais ils sont là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, comme à tous les lundis, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Et cette semaine, on a avec nous Alex Agostino, qui est recruteur et coordonnateur au service de recrutement des Phillies de Philadelphie et de dépistage. Merci d'être avec nous, Alex, entre deux assignations. Ce qui a retenu l'attention la dernière semaine, c'est cette transaction quand même majeure impliquant les Marlins de Miami et les Padres de San Diego. Luis Arraez, champion frappeur l'année passée, qui passe aux Padres en retour de 4 joueurs des ligues mineures. Messieurs, je vais avoir, transaction. Ça fait beaucoup de jeunes joueurs que les Padres donnent en pas grand temps. On a l'impression qu'on revient avec le plan d'il y a 2 ans, lorsqu'on avait plusieurs super vedettes. Ça coûte un peu moins cher que Juan Soto, vous me direz. Puis il y a Profar qui frappe comme Soto, donc ça donne bien. Mais je pense pas que c'était dans les plans dans le cas de Profar. Mais ça surprend quand même, compte tenu qu'on a déjà tous nos joueurs d'avant-champ. Puis Arraez, c'est pas un frappeur désigné. Non, mais tu sais, les Padres sont en mode gagner maintenant. Les Marlins sont en mode reconstruction éternelle. Alors, les Padres de San Diego n'ont pas nécessairement frappé encore, mais ils ont confiance que leurs vétérans vont faire. Tu l'as mentionné, Alain, Profar est probablement leur meilleur frappeur à date, mais peut-être pas à la fin de la saison. Alors, les Padres, à cause de ce qu'ils ont fait dans les dernières années, avaient beaucoup de bons jeunes joueurs qui pouvaient échanger. Et quand tu fais un repêchage, tu ne repêches pas nécessairement juste pour ton équipe des majeurs. Ça devient des commodités que tu peux transiger, qu'ils ont fait dans le cas. Arraez a donné des résultats instantanés parce que c'est un frappeur de simple et de double. Ce n'est pas un frappeur de puissance. C'est comme tu l'as mentionné, peut-être pas le prototype frappeur désigné, mais il va aider les Padres. Les Padres voient leur division, à part les Dodgers, personne ne joue bien. Les Giants ne frappent pas. Les autres équipes, oublions les Rockies, Colorado et les Diamondbacks connaissent toutes les misères du monde. Alors, eux autres voient une opportunité d'améliorer leur équipe pour gagner maintenant. C'est simple. Pour moi, c'est la raison numéro 1 pourquoi ils ont fait cette transaction. Ils veulent faire les séries. Ils veulent gagner maintenant. Puis ils veulent se battre contre les Dodgers dans les séries parce qu'ils savent qu'ils les rattraperont pas en saison régulière. Mais pour les Marlins, c'est une autre question. Ben, justement, dans le cas des Marlins, moi, je suis tout à fait d'accord avec Alex. Tu sais, Arraez améliore les Padres. On a posé un geste pour être meilleur. J'ai évidemment jamais de problème avec ça. Mais bon, Yann, les gars, qu'est-ce qui se passe avec les Marlins? Je veux bien croire là, qu'on est en éternelle reconstruction, comme Alex a mentionné, mais c'est pas digne d'une franchise du baseball majeur d'agir de la sorte, premièrement. Tu sais, il y a eu toutes sortes de changements au deuxième étage au cours des 3, 4, 5 dernières années. Rappelez-vous la saga Derek Jeter. C'est géré tout croche. On attire 5-6 000 personnes. Puis ça, je suis généreux présentement avec ça. C'est quoi le message qu'on lance avec une transaction comme ça? Je veux dire, t'étais même pas rendu au mois de mai. J'ai écouté les commentaires de la haute direction. C'était, je dirais pas n'importe quoi, là, mais encore une fois, un gars à cravate, là, puis avec ses chiffres qui nous dit que les probabilités sont qu'on fera pas les séries. Fait qu'on t'échanges tout le monde au mois d'avril. Ben, pas tout le monde, mais évidemment, tes meilleurs joueurs, puis comment tu vas attirer une clientèle? Tu vas me dire qu'il y avait déjà pas beaucoup de monde, mais je veux dire, Alex, c'est pas digne d'une franchise du baseball majeur. Comment on peut accepter ce genre de situation-là si tôt en saison? Marc, tu enlèves les mots de ma bouche. Ce n'est pas digne d'une équipe du baseball majeur. Cette organisation, ces propriétaires-là ne méritent pas le baseball majeur. Mais ils sont là, comme Oakland, comme les White Sox qui gagneront peut-être pas 60 parties cette année. Puis les Marlins, ce qui est décevant, je connais beaucoup de bon monde qui travaillent pour eux un peu under the radar, comme on peut appeler. Ils sont des bonnes personnes de baseball. Mais malheureusement, avec le départ de Kim Ng, qui
qui étaient en train de bâtir quelque chose. Ils ont quand même fait les séries l'année passée. Il y avait beaucoup de bons jeunes lanceurs, il y avait des jeunes frappeurs, étaient sur le bord de continuer, mais la haute direction a décidé qu'on va faire comme les Rays. Les Rays continuent à bien aller malgré que cette année, c'est pas bon. Mais tous les gens qui ont quitté les Rays, à part Friedman qui est allé aux Dodgers où il y avait un budget limité, les Chaim Bloom de ce monde et maintenant les Peter Bendix, c'est pas tous des génies quand ils ont quitté les Rays de Tampa. Et le propriétaire des Marlins veut une équipe à bas coût, puis a décidé d'aller chercher quelqu'un pour être en haut de Kimming. C'est une mauvaise calculation de ce côté-là, les échanges qu'il a fait. Puis quand tu l'écoutes parler, est-ce que c'est très vendeur? Marc, tu te dis, le gars à cravate, là, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde, tu étais l'année passée en train de bâtir quelque chose de pas pire. Moi, définitivement, je suis très déçu pour les gens que je connais là. J'ai passé 4 ans avec eux, puis je suis pas surpris. Puis de la façon qu'ils le font, c'est que, ils s'en foutent de leurs propres partisans en faisant ce qu'ils font présentement, parce que Arrête sont allés le chercher pour un bon lanceur, là. Il faut pas oublier, ils ont donné un Lopez, si je me trompe pas, qui était au Minnesota, qui va très bien. Et là, tout d'un coup, tu le donnes pour des jeunes. On verra ce que les jeunes vont donner, mais c'est une équipe qui est en déroute. On fera pas les séries. Hey, écoute, ça prend pas la tête à Papineau pour dire ça là, à tes partisans. Et les gars, est-ce que ça revient pas, dans le fond, aux compétences des gens qui font l'évaluation? Puis parce que là, OK, on a décidé, par les chiffres, qu'on fera pas les séries. Ça prend pas un génie pour s'en apercevoir, là. Sauf que avant que la saison commence, les gars, on pourra revoir notre émission d'avant-saison, puis c'est un désastre annoncé. Il y avait plusieurs indices. Je veux dire, bon, Alcantara ne lancera pas cette année. On a perdu Jorge Soler, on ne l'a pas remplacé. L'année passée, on a fait les séries, bon, faute de mieux, ça c'est une chose. Et deuxièmement, c'était pratiquement, bon, je vais dire pas impossible, mais très improbable qu'on ait une fiche aussi positive dans les matchs serrés. Je vais même utiliser le mot que j'ai dans la tête et qui est utilisé par les statisticiens. Le hasard a fait en sorte que les Marlins, bon, comme les Padres ont été malchanceux l'année passée, bon, ben, les Marlins, c'était presque impossible d'avoir un tel rendement. Je veux dire, si on n'est pas capable à l'intérieur des Marlins, nous autres, sur notre chaise, on a été capable de le voir venir. Comment ça se fait que à l'intérieur des Marlins, on n'a pas été capable de le faire entre les deux saisons? Est-ce qu'on était pris avec des guerres de pouvoir, avec le départ de Kim Inge? Est-ce que ça a affecté à ce point le processus décisionnel des Marlins? Pour moi, les gars, c'est aussi simple que ça. Peter Bendix a vendu ce que les Astros ont fait. On a déjà été mauvais, les Marlins. Moi, je suis nouveau ici, Bendix. Lui, là, il s'en fout de qui était là avant, les acquisitions d'avant. Lui, il est sûrement arrivé avec un plan 5 ans. Les plans quinquennales que tout le monde vient. On va repêcher les 2-3 prochaines années les meilleurs joueurs et on va bâtir pour le futur. C'est comme si on se dit, bon, tout ce qui s'est fait jusqu'à date avec Derek Jeter, Kim Ng, qui sont maintenant quittés, ben ça compte plus. Puis les joueurs qui sont là, on s'en fout. Arrête, c'est tel type de joueur, ils nous ramènent tel joueur. Et tout est analytique. Il faut que tu aies un peu de ce qu'on dit en anglais de feel. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin des vétérans aussi pour aider tes joueurs. Tu as aussi besoin de leadership dans ton vestiaire. Ben, lui, il a vendu au propriétaire des Marlins que c'est comme ça que ça va être fait. Ça a marché à Tampa, mais il n'y a pas grandes équipes, pas grandes organisations que ça marche à bas revenu, à long terme pour les Rays, comme les Rays l'ont fait. Puis, tu sais, Chaim Bloom l'a vu à Boston, il a été congédié. C'est très difficile. Moi, je pense que ça peut prendre plus que 5 ans pour revenir d'un désastre annoncé, comme tu l'as mentionné, Alain. Bien, vous savez, moi, j'ai eu le privilège, comme Alex d'ailleurs, de faire partie des organisations du baseball professionnel, que ce soit les Dodgers, que ce soit les Expos, évidemment, puis on connaît beaucoup de monde à travers le baseball. Puis vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça joue comme c'est mené. Et lorsque c'est mené tout croche en haut, c'est sûr que ça découle jusqu'en bas. Alors lorsque la direction elle-même ne sait pas trop où elle s'en va, ou si elle le sait, le communique très mal, c'est impossible d'avoir du succès. Fait que si en haut, c'est tout croche, attendez-vous pas à ce qu'en bas, ça soit parfaitement équilibré. Donc, les Marlins, on en a parlé au début, mais il faut revoir cette façon de faire-là. C'est pas bon pour le baseball de voir... Tu sais, actuellement, tu as les Rockies qui tirent de la patte. C'est épouvantable, c'est la pire équipe. On pensait que les White Sox, c'était la pire équipe. Là, tu as les Marlins qui agissent de la sorte. Tu sais, viens pas me dire que tout ça, c'est bon pour l'industrie présentement, puis pour les partisans de ces marchés-là. Donc,
il faut trouver une solution. Puis, tu sais, je veux pas qu'on fasse le débat sur les plafonds salariales ou les planchers salariales, mais est-ce qu'il y a un minimum? Parce qu'il y a un partage de revenus extraordinaire dans le baseball. On n'en parle pas souvent, là. Mais est-ce qu'on devrait obliger ces franchises-là à dépenser l'argent? Là, tu vas me dire, oui, ils ont peut-être de l'argent, ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre de bonnes décisions, mais au moins, tu n'es pas obligé d'avoir le propriétaire qui dit, moi, là, je veux la masse salariale la plus basse possible pour ne pas être obligé de dépenser. On pourrait-tu obliger ces franchises-là à avoir justement ce fameux plancher pour dire, hey, les gars, dépensez un peu d'argent, former des joueurs, j'ai pas de problème, mais ça prend un minimum à un moment donné, là. C'est sûr, c'est une excellente question, excellente observation, Marc, mais tu l'as dit. Je reviens au début de ce que tu viens de mentionner. Ça part d'en haut, que ce soit les Angels, que ce soit les White Sox, que ce soit maintenant les Marlins ou les Rockies. Si les propriétaires ne sont pas investis à 100% dans la victoire, dans tout faire pour que l'organisation, du haut jusqu'en bas, puis là, je te parle du développement des joueurs, d'engager les meilleurs entraîneurs, de mettre le meilleur soutien administratif pour l'équipe, ben ça part, tu le vois. Tu le vois avec les Angels présentement, qui ont perdu Ohtani, qui ont Trout blessé. Tu vois comment ils gèrent les choses, comment le propriétaire il fait de l'ingérence. Il a le droit, c'est son équipe, là. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas le droit de s'ingérer, mais les bonnes franchises, comme les Phillies, où le propriétaire donne tout à ces gens compétents qui engagent pour aider l'équipe à gagner parce qu'il veut une chose, c'est ramener une série mondiale à sa ville. Quand tu n'es pas investi de même, comme en Floride, comme présentement les White Sox, malheureusement, comme Oakland, qui malgré tout ça, joue du bon baseball. Exact. Là, parce qu'ils ont des bons jeunes joueurs. Mais quand tu es de cette façon-là, tu regardes ça aller, c'est pas bon pour le baseball de voir. Tu sais, tu dis 6 000, Marc, je sais pas s'il y a 1 000 personnes des fois. Ouais. C'est peut-être 6 000 billets de vendus. Tu regardes ça, tu regardes Oakland, c'est une autre histoire à cause du déménagement. Tu regardes à Chicago, les White Sox. C'est pas bon, ça. Tu veux des matchs comme à Los Angeles, comme à Philadelphie, comme à New York, ou même des places comme Cleveland, malgré que c'est pas un gros marché, sont investis dans leurs joueurs. T'entends rarement le propriétaire de ces bonnes équipes-là dans les médias. T'entends les David Dombrowski de ce monde, t'entends les Friedman, t'entends Cashman à New York. On est fini de l'ère du père Steinbrenner qui prenait toute la place. Alors, tu sais, c'est malheureux, mais le baseball majeur ne peut pas faire grand-chose, à part, comme tu dis, de forcer un plancher, mais même là, ils vont engager qui? T'sais, ils vont engager des gars qui sont moins bons parce que les départements d'analytique, les gars, ils disent, tel gars, il a été bon là, mais ce qu'il va donner dans les 2 prochaines années, ça vaut 4 millions. Là, le vétéran, il veut signer pour 12 millions. L'équipe, elle donnera pas 12 millions. Un gars, elle va lui donner 1 million à un jeune qui va donner le même rendement. Alors, j'ai écouté John Franco cette semaine, bien rapidement, les gars, là, il dit, il y a trop d'informations dans le baseball majeur. Je comprends. Il dit, j'ai aidé les Mets un peu en entraînement. J'étais là. Puis il y avait 5-6 gars qui n'avaient jamais joué au baseball de leur vie, qui avaient un pad, qui nous disaient qu'est-ce qui était bon, pas bon. C'est correct de l'information, mais le overload d'informations souvent fait en sorte que tu prends des décisions qui ne sont pas nécessairement axées sur l'être humain. Il faut marier les deux ensemble et c'est ces équipes-là qui le font ont du succès. Pour ça qu'on s'entend bien, Alex. Parfaitement d'accord avec tes propos. Bon, les gars, écoutez, on a parlé des Marlins pas mal, mais les Padres, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'Arraez? Parce que je regardais, c'est au monticule qu'ils ont des problèmes. Là. Leur attaque, c'est la 2e meilleure de la Ligue nationale. Si on parle du MPP+, là, c'est quoi l'idée de donner 4 jeunes pour un Luis Arraez? En plus, tu as déjà des joueurs qui occupent les 4 positions à l'avant-champ. Moi, on peut parler des Marlins tant qu'on veut, mais chez les Padres, là, on joue à la girouette pas mal depuis 2-3 ans. C'est sûr. Moi, je dirais rapidement qu'on n'avait pas de premier frappeur de rôle offensif. T'sais, on a jonglé avec un paquet de joueurs, mais c'est sûr que ça nous a surpris, cette transaction-là. Parce que compte tenu que Kim fait du très bon travail, certainement en défense. On a un gros contrat en Bogaerts qu'on a transformé en joueur de 2e but cette année. Je sais que Machado n'est pas rétabli à 100% et souvent le frappeur de choix, là, mais ça reste effectivement une drôle de transaction, mais au moins, tu vas chercher un joueur qui va t'aider. Puis moi, s'il va t'aider, puis certainement qu'ils ont un plan pour ça, mais le fait qu'ils vont chercher un gars de premier frappeur qui semblait pas avoir, là, qu'on semblait jongler, c'est à ce moment-là qu'on est allé le régler. Là. Avec un gars comme Preller, Alain, il n'y a rien qui peut te surprendre. Ça peut être demain matin, il peut échanger un vétéran pour aller chercher 4 jeunes. Le lendemain, il va échanger
4 jeunes pour un gars comme Arez. Quand tu as la chance d'acquérir un champion frappeur de la Ligue, même s'il n'y a pas de puissance comme Arez, une équipe comme les Padres vont le faire. C'est tout simple que ça. Ils font de la... Est-ce qu'ils ont fini, tu penses? C'est sûr qu'ils vont essayer de chercher des lanceurs dans les prochaines semaines jusqu'à la date limite des transactions. Mais c'est une équipe... Le mot girouette, Alain, c'est quand même bien parce que d'une journée à l'autre, ça change. Preller a plusieurs vies dans le baseball majeur parce que, veux pas, il y a de l'argent. Les Padres, c'est une bonne équipe, une bonne organisation. On dépense de l'argent. Il y a eu des hauts et des bas. Il a changé rapidement. C'est une organisation aussi qui fait les choses bien différemment. Tu les vois... Tu peux voir, disons, je suis à une partie d'école secondaire, le directeur du dépistage peut arriver, puis il est peut-être caché avec une casquette, avec un hoodie, puis ça, c'est le patron du dépistage. Ils ont des dépisteurs partout, ils font des choses que peut-être, en général, tu vois pas d'une organisation à faire, mais ils repêchent bien, ils ont des bons jeunes joueurs à donner, puis quand tu as ça, tu te lèves un matin, un gars comme Preller, il parle à ses acolytes, bon, on a la chance d'acquérir... un gars comme Arez, qu'est-ce qu'on fait? Les gens disent oui, ils se tournent de bord, les Marlins veulent ci, on le fait. Alors, ils sont dans une vision qu'ils peuvent pas se permettre de jouer 500. Puis le propriétaire veut gagner. Alors, tu sais, c'est pas facile à suivre, mais veut pas, ils sont quand même améliorés pour l'instant. On verra ce que les jeunes joueurs vont donner. Tu sais, ces prospects-là sont bons, mais des fois, sont encore des suspects avant de devenir des prospects. Oui, aucun des 4 font partie des 5 principaux prospects là, des Padres de San Diego, ça faut bien quand même le dire. Mais il me semble que pour ce package-là qu'on a donné, on aurait pu avoir un lanceur là où on a plus de problèmes, surtout que Musgrove vient de se retrouver sur la liste des joueurs blessés. Ouais. Alec, on va finir. J'aimerais ça que tu me parles d'Alec Bohm et son début de saison. Il est arrivé quoi entre 2003 et 2023-2024? Ben 2023, les gars, il y a une bonne saison. Là, 20 circuits, 100 points produits. Tout a changé pour Alec Bohm. Il ne faut pas oublier, il était le 3e choix là, overall à son année de repêchage. L'année passée, une coupe d'erreurs en début de saison. Au micro, il s'apprend à dire « I hate it here ». Et puis là, tout le monde a entendu ça. Et après le match, comme un homme, à cause des Schwarber, à cause des Harper, puis les gens ont dit « Tu vas affronter la presse ». Il s'est excusé. Il a dit « C'est pas ça que je veux ». Il dit « Je suis en maudit avec moi-même. Je veux gagner ici. J'aime les partisans. » Puis depuis ce temps-là, c'est un joueur différent. Ça sera peut-être pas un gagnant du Gardaro au 3e but, c'est constamment amélioré. On l'a repêché parce que notre dépisteur en chef à l'époque, Johnny Almaraz, qui avait été avec les Reds, puis les Braves, qui a signé des Acuna, des Albies, des bons jeunes joueurs avec les Reds, a dit, ce gars-là va frapper. C'est des longs leviers à 6 pieds 6, des fois ça prend du temps. Et c'est un gars, tu sais, qui vient du Midwest américain, qui a été homeschool de l'école secondaire. Là, il est entouré de bons vétérans. Et c'est un gars qui répète son élan. Parce que là, c'est pas sûr qu'il va frapper 360 toute l'année, mais avoir lui derrière un Harper maintenant, ça transforme notre offensive qui roule pas encore à 100 000 à l'heure, malgré notre meilleure fiche dans le baseball majeur. Mais c'est un gars qui a été repêché pour son coup de bâton avant la puissance. Puis là, il est en train de pallier les deux. Si tu donnes 20 circuits, 100 points produits, puis tu frappes 300, tu es un joueur élite du baseball majeur, tu es un All-Star. Alors, la transformation, je pense, a été graduelle. Mais l'année passée, ça a commencé. Il y a eu des bons moments l'année passée, il y a eu des bons moments dans les séries. C'est un gars qui peut aller chercher le coup sûr, le double, le circuit. Puis, en tout cas, bien content pour lui, puis bien content pour nous. Ben Alex, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es fort occupé. Le repêchage, c'est au mois de juillet, mais là, on rentre en série dans les universités américaines. L'année scolaire aussi prend fin très bientôt. Donc, Alex, on aura l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Alors Alain, dans ce segment de Baseball Québec, je vais parler de la Ligue Canada-Est. C'est quoi cette Ligue Canada-Est? Eh bien, elle rassemble les meilleures joueuses du pays. Donc, c'est du baseball féminin. C'est extraordinaire. C'est leur 2e saison. Il y a 4 équipes cette année dans cette ligue. Et vraiment, on rassemble les 58 meilleurs athlètes, donc du côté féminin. Évidemment, l'ambition de cette ligue, c'est d'en faire une référence mondiale. On sait que le baseball féminin au Québec est extraordinaire. Ça grandit au Canada, mais on va en faire un exemple mondial. On veut transformer cette passion en une plateforme professionnelle qui est dédiée et durable pour les athlètes féminines. Alors ça, c'est à surveiller. D'ailleurs, il y a eu une entente aussi avec la Ligue de baseball junior élite du Québec où il va y avoir des programmes doubles. Alors, un match, par exemple, de la Ligue
élite qui va être suivi d'un match de la Ligue Canada-Est ou vice-versa, mais toujours est-il qu'on va jouer aussi sur les terrains des équipes juniors, donc du gros progrès au niveau du baseball féminin. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'ABC féminin qui est à Trois-Rivières et encore une fois, d'excellents athlètes qui sont là bien entourés par un personnel d'entraîneurs tout à fait extraordinaire. Alors, de Baseball Québec, ce n'est pas seulement pour les garçons, c'est de plus en plus pour les filles et les filles sont excellentes techniquement. C'est du très bon baseball, donc ça, c'est à souligner. Je vous rappelle évidemment ce fameux moitié-moitié avec Baseball Québec. Allez sur le site de labaldor.com. Ça sert évidemment à financer tous ces fameux programmes dont on parle régulièrement. Et ça va durer toute l'année. Donc, je sais que les gens sont patients. Là, on est à peu près rendu à 2500 $. Allez-y sur le site, mettez l'argent que vous voulez là-dessus. Ça peut être un 2 un 5 peu importe. Là, toutes les informations sont sur le site Internet, mais ça aide évidemment le baseball amateur partout en province. Et je vous rappelle aussi un petit message, plusieurs tournois au Québec. Alors, si vous êtes entraîneur, vous êtes président d'association, allez donc inscrire vos équipes dans les différents tournois. Il y a encore un petit peu de place à différents égards partout au Québec, que ce soit dans le 9U, dans le 13U, le 15U, peu importe. Alors, allez-y, ça va faire en sorte que les jeunes vont pouvoir passer un bel été sur les terrains de baseball au Québec. Évidemment, je vous rappelle notre commanditaire principal, Plan de Match. Vous allez sur leur site Internet, la boutique plandematch.com. Endroit idéal pour retrouver évidemment tout l'équipement nécessaire pour vous entraîner. Allez à leur boutique en ligne. Vous pouvez même retrouver maintenant à la boutique sur place à Boucherville la fameuse casquette de compte complet aussi. Vraiment la référence pour le baseball, c'est Plan de Match. Alors, je vous le suggère fortement. Je vous rappelle aussi notre site Internet pour retrouver toutes les manières, en fait, de nous écouter ou de nous regarder. C'est évidemment comptecomplet.com. C'est le temps de parler maintenant des Blue Jays de Toronto. Ça va pas très bien du côté des Jays. On ne frappe pas. C'est une des pires attaques, en fait, de la Ligue américaine. Quand on regarde le MPP+, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont une note plus basse. En fait, 2, Détroit et les White Sox de Chicago. La différence, c'est que les Tigers sont beaucoup plus opportunistes à l'attaque. Peu d'équipes le sont moins que les Blue Jays. On semble, c'est la même chanson, Marc, que l'année passée en ce qui concerne l'attaque. Il n'y a pas beaucoup de coureurs sur des buts, puis on n'est pas très opportuniste. Puis j'ajouterais à ça, on l'a mentionné un peu plus tôt dans le balado, mais c'est la pire relève du baseball actuellement. Alors, ça va pas bien. Ça va pas bien. J'écoute, je regarde ce qui se passe. Beaucoup de monde blâme John Schneider. Et peut-être que Schneider n'est pas le meilleur, certes. Mais là, il faut arrêter de... Tu sais, Schneider, là, il ne va pas frapper à la place de Vlad. C'est pas lui qui commet les erreurs, c'est pas lui qui fait que Swanson n'est pas bon. À un moment donné, il faut que les joueurs prennent un peu une responsabilité, mais c'est clair, Alain, qu'il y a un problème avec cette équipe-là. Il est plus profond, je pense, que l'on pense. Honnêtement, là, c'est une meilleure équipe sur papier qu'elle le prouve présentement sur le terrain. Même si je pense que des joueurs sont surévalués dans cette équipe-là, ça reste quand même une équipe qui devrait produire davantage. Alors, il y a un malaise quelque part. Est-ce que c'est dans la préparation? Est-ce que c'est dans... Quand je dis préparation, là, je sais que c'est assez large, mais c'est quoi l'ambiance à travers cette équipe-là? Pourtant, je regarde Manoah, qui n'a pas évidemment un très bon départ. C'est un autre dossier qu'il va falloir... qu'on a très mal géré, là, selon moi. C'est pas un gars qui était prêt à revenir l'année passée. Il est retourné dans les ligues mineures. Là, cette année, avait-on vraiment besoin de le ramener immédiatement? Est-ce qu'il était vraiment prêt? On voit les petites lueurs d'espoir, mais c'est difficile. Mais par contre, après, discuter avec Gausman, il y a des choses intéressantes qui peuvent se passer dans cette équipe-là. Puis, on a parlé de l'arrivée de Turner qui ferait probablement du bien, compte tenu évidemment du fait qu'il a toujours excellé, lui, dans les situations avec coureurs sur les sentiers, à courir en position de marquer. Ça n'a pas déteint sur les autres à ce moment-là. Alors, il y a un profond malaise. Puis là, vous allez me dire, est-ce qu'on va changer l'instructeur des frappeurs parce qu'on ne frappe pas? Moi, je pense que ça va plus loin que ça. Puis, Alain, j'irais en disant... un peu la discussion qu'on a eue avec Alex tantôt. Est-ce que ça joue comme c'est mené?
est-ce que c'est mené tout croche, finalement, cette organisation-là? Parce que on n'a pas posé de gestes importants pour vraiment aider l'équipe durant l'hiver, outre Justin Turner. Je pense que l'évaluation de leurs propres joueurs est surévaluée. T'sais, on a dit à l'interne, il faut que ça va un petit peu mieux. Est-ce que ça se sent à travers le vestiaire? Est-ce qu'on sent qu'on... Parce qu'il n'y a pas de vie. On ne joue pas comme une équipe qui a un désir de gagner réel. On joue comme une équipe qui, ça va pas bien, on va se replacer. Peut-être que tu vas te replacer, mais honnêtement, le spectacle est plate. On va se le dire, là, c'est plate de regarder un match des Blue Jays actuellement parce que il se passe rien en attaque. Si l'équipe tire de l'arrière, on est quasiment assuré qu'elle ne reviendra pas. Puis si on a une mince avance, tu as l'impression que la relève va tout bousiller. Fait que c'est dur d'être un partisan des Blue Jays actuellement, compte tenu des attentes. Tu sais, les attentes sont élevées. La déception de voir que Bichette s'en sort pas, que Guerrero est correct, mais sans plus, c'est pas suffisant, là. C'est pas suffisant. Alors, c'est un profond malaise présentement dans cette équipe-là, puis on a l'impression qu'on ne voit pas beaucoup de lumière actuellement au bout du tunnel. T'sais, on n'a même pas profité d'un grand chelem de Vlad Guerrero. Encore une défaite où on a été très ordinaire dans le baseball de situation. On a commis des erreurs. On a Manoah qui laisse des tirs en plein cœur du marbre alors qu'une avance confortable. C'est pas rose ce qui se passe. Puis, tu sais, je le mentionne souvent, j'aime voir des vétérans autour, puis il y en a des vétérans dans cette équipe-là, puis on s'en sort pas malgré tout. Fait que c'est ça que je trouve inquiétant, vraiment. Écoute, le plan, je pense que c'est pas très, très compliqué. Là. On a bâti cette équipe-là à l'attaque autour de Guerrero et de Bichette, en l'entourant d'autres joueurs. Parce que je regardais le WAR des joueurs de position, Marc. Dalton Varsho est premier, puis c'est pas normal qu'Ernie Clement soit deuxième. Tu parlais de l'évaluation. Est-ce que ces deux gars-là ont été surévalués? Moi, j'ai jamais aimé Bichette à l'arrêt-court. J'aurais mieux aimé qu'on le mette au deuxième but puis qu'on se trouve un arrêt-court défensif plus en mesure d'aider l'équipe. Moi, c'est mon évaluation de Beau Bichette avec cette équipe-là. Mais je pourrais répéter ce que j'ai dit la semaine passée. Faut que Vlad ait une moyenne de puissance supérieure à 500 et Bichette 450. Sinon, c'est sûr qu'on va rester là où on est. Puis la fameuse fenêtre, là, parce qu'on l'a eu. On a fait des séries, Marc, 3 fois au cours des 4 dernières années. Et cette fenêtre-là est en train de se refermer, puis peut-être plus vite qu'on pense. Absolument. Moi, j'y crois. Puis, tu sais, dans le cas de Bichette, là, tu sais, je suis pas sûr que c'est un gars qui... Tu sais, c'est un gars qui va frapper des simples, puis on lui a donné un rôle trop important rapidement. Je sais, là, tu vas me dire qu'il mène la Ligue américaine ou pratiquement pour les coups sûrs, mais c'est pas un troisième ou quatrième frappeur. Ça n'en est pas un. Dans une bonne équipe, Beau Bichette va peut-être frapper deuxième, peut-être frapper même un petit peu plus bas dans le rôle offensif. Ça donne une belle profondeur, mais je trouve qu'on lui donne un rôle qui n'est pas son rôle nécessairement. Springer, faut que tu te rendes sur les sentiers. C'est pas ce qu'il donne présentement. Puis, lorsque finalement, il y a des coureurs sur les sentiers ou des coureurs en position de marquer, on est encore une fois... Tu sais, Alain, tu connais une mauvaise... Ça se peut, là, tu connais une mauvaise saison. La relève cette année, ça allait pas bien. Puis l'année passée, ça a été vraiment une saison difficile avec des coureurs en position de marquer. Fait que tu le sais, là, ça a été difficile. Alors, avec toutes les données que l'on a, la technologie, le savoir-faire, tu sais, je peux pas croire qu'on se retrouve encore dans la même situation. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire, si on se retrouve encore dans la même situation, tu peux-tu dire que finalement, on n'est pas si bon que ça, là? On n'est pas capable de s'adapter, on n'est pas capable de s'ajuster. Puis s'il y a un sport qu'il faut que tu t'ajustes constamment, c'est bien le baseball. Alors, tu sais, on se retrouve encore avec les mêmes joueurs puis avec les mêmes problèmes. Peut-être que finalement, le problème, ce sont les joueurs. C'est pas Alors, c'est pas facile. Puis tu sais, je suis pas un fan de John Schneider, mais je suis pas prêt. John Schneider, là, c'est un gars qui écoute ce qui se passe d'en haut puis qui essaie d'appliquer un peu la philosophie de l'équipe. Mais c'est pas juste lui, tu sais, puis il fait pas partie de la solution, là. Honnêtement, je pense qu'il fait pas partie de la solution, mais c'est pas lui qui est à blâmer pour tous les problèmes des Blue Jays de Toronto. Là. Ça, je pense qu'il faut arrêter. On est trop vite sur la gâchette parfois au Québec de blâmer l'entraîneur. C'est vrai que l'entraîneur a un rôle important, puis son rôle principal, Alain,
c'est de s'assurer que ces joueurs sont prêts, puis que ça soit le fun de venir au stade. C'est un peu ça le rôle du gérant, parce que tout l'aspect baseball est géré en équipe. Mais il y a un profond malaise à l'intérieur. Puis, tu sais, la haute direction, rappelle-toi, là, je sais que je ne veux pas qu'on vive trop dans le passé, là, mais lorsque Paul Besson a quitté, puis que finalement, on a dit à Alex Antopoulos, tu vas avoir quelqu'un au-dessus de toi, ben il est parti. Ouais. Tu sais, je veux dire, on a bâti autour de Vlad Guerrero, qui n'est même pas un gars de la nouvelle direction. Puis on n'a jamais su, dans cette nouvelle direction-là, entourer Vlad Guerrero. Donc, je suis bien d'accord avec toi, Alain. La fenêtre se referme, puis probablement beaucoup plus rapidement que je pense que les Blue Jays le souhaitaient. Oui, écoute, je vais terminer en disant Schneider ne peut pas frapper pour Guerrero et Pichette. Donc, on ne peut pas lancer pour Swanson et compagnie. Ben voilà. Marc, ce lundi, c'est le 93e anniversaire de Willie Mays et c'est le temps de vous présenter la carte de la semaine, qui est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Willie Mays, la carte Topps 1957, numéro 10. Et la photo, on a demandé à Mays de poser comme s'il était au bâton. Les caméras du temps étaient peut-être pas aussi développées qu'aujourd'hui. Et les photos en action, c'est arrivé dans les années 70. Et on remarque il n'y a pas de statistiques pour l'année 53, c'est qu'il était dans l'armée et ça a écourté, dis-je, sa saison 52. Les Américains devaient faire un tour dans l'armée, c'était obligatoire jusque dans les années 70, ce qui a fait perdre une année à Willie Mays. Et en 1957, l'année de cette carte, Marc, Mays a réalisé un exploit, le club des 20-20-20. 20 doubles, 20 triples, 20 coups de circuit. C'est pas arrivé souvent, 7 fois. La dernière fois que c'est arrivé, 2 joueurs l'ont réalisé la même année, Marc. Jimmy Rollins avec les Phillies et Curtis Granderson avec les Tigers de Détroit. Il y a un de tes héros, Marc, qui a réussi l'exploit en 1979, George Brett. Bon, écoute, Say Willie Mays, évidemment, moi, je ne l'ai pas vu jouer lorsqu'il était dans son élément, mais j'ai vu des documentaires sur Willie Mays. La personnalité de Willie Mays, c'est vraiment une personnalité extraordinaire. Les fameux catchs de Willie Mays. Je comprends très bien lorsque les gens me parlent de Willie Mays, à quel point il représentait le joueur de baseball. C'était pas une époque encore nécessairement facile pour un joueur comme lui. Mais tu sais, est-ce qu'il avait l'air à aimer ça, jouer à la balle, lui? Honnêtement, là, ça se dégageait. C'était extraordinaire pour Willie Mays. Puis, encore aujourd'hui, un homme fort sympathique qui a été... Lorsqu'on parle des grands là, de ce sport, là, il faut inclure Willie Mays dans nos discussions, assurément. Oui, et je vais terminer, Marc, avec un petit rectificatif. La semaine dernière, la carte dont on parlait, incluse dans des petits gâteaux, tu te rappelles? Ah oui. Et ceux qui nous regardent sont très à l'affût de ce qu'on raconte et on m'a remis sur le nez le fait que les fameux croquettes, tu te rappelles, dont j'avais parlé, qui étaient effectivement discontinuées. Je vais quand même pas me taper trop fort sur la tête, là. Mais qu'on a repris, et ça fait pas longtemps. Donc, j'ai erré, mais pas tant que ça. Donc, pendant une bonne période, on les a pas eus. Mais là, ils sont de retour. Je suis pas sûr qu'il y a des cartes de baseball dans des boîtes de croquettes aujourd'hui. Mais toujours est-il, je vais faire mon meilleur culpa, mais je me taperai pas trop fort sur la tête. On va parler des arbitres, Marc. Depuis le début de la saison, il y a plusieurs critiques. Il y en a qui ont la mèche courte. Il y a une décision au cours de la dernière semaine, et moi j'ai vu le match en direct, en fait, des Cubs de Chicago qui est impliqué. Et on a déclaré Pete Crow-Armstrong sauf sur une glissade au deuxième, alors qu'il a gardé contact via son casque protecteur. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a personne qui a été en mesure parmi les 4 arbitres de rendre la bonne décision, qui était retirée, parce que c'est une extension illégale du corps avec, dont s'est servi Pete Armstrong, et que l'autre équipe n'a pas demandé une revision. Je veux dire, c'est pas la première décision qu'on manque cette année qui nous semble, en tout cas, évidente. Non, puis celle-là est quand même assez évidente, là, pour employer le même terme que tu as utilisé. Je veux dire,
c'est assez simple comme décision, puis qu'aucun des autres officiels, en fait, c'était invraisemblable. Tu avais l'impression que tout le monde se regardait, puis c'est quoi donc la règle? Puis ça arrive au baseball, il y en a tellement de règles, là. Mais que tout le monde à l'intérieur du stade, pratiquement, là, de décision baseball, n'est pas capable de rendre la bonne, ça m'a surpris. Tu sais, ça m'a vraiment surpris. Puis dans le cas de Crow Armstrong, on dirait qu'il a fait même exprès. C'était même pas, là, je veux dire, en tout cas, peut-être pas, là, je me trompe peut-être, mais j'avais l'impression là, qu'il avait enlevé lui-même son casque pour finalement avoir cette extension-là, alors qu'il glisse, qu'il semble vouloir dépasser le coussin, puis là, ben, c'est son casque qu'il retient avec le coussin. Intéressant comme décision, mais effectivement, tu sais, je veux dire, j'aime pas taper trop sur le clou lorsqu'on parle des arbitres, mais c'est un début de saison difficile. C'est un début de saison difficile à bien des égards. On a la mèche très courte, tu l'as mentionné. Aaron Judge a été chassé pour la première fois de sa carrière d'un match. Il n'a pas crié de bêtises trop. Là. Il a juste dit que il a dit qu'à l'officiel qu'il avait une journée difficile. Mais il n'a pas sacré, il n'a pas fait de gestes, mais pourtant, on l'a chassé du match. T'sais, alors, je sais que la critique, c'est pas évident pour les officiels, surtout avec la fameuse petite boîte que l'on voit à l'écran pour les matchs à la télévision, alors que là, on peut facilement juger si c'était une bonne décision ou non. Même les reprises vidéo, Alain, je me dis des fois, pourquoi on prend la peine justement de prendre 2, 3, 4 minutes pour rendre la bonne décision, mais que finalement, on la rend pas, la bonne décision, parce que même dans notre match de dimanche soir, il y avait un vol de but où ça avait l'air quand même assez évident. Non. On se garde une zone grise très, très large, puis finalement, ben, on vient de perdre 3-4 minutes d'un match juste parce qu'on est allé à la reprise. Donc, c'est généralisé actuellement, là, les problèmes. J'espère qu'on va pouvoir retrouver un semblant là, de bonnes prestations, parce qu'il y en a. Hein? Il y a des officiels, on n'en parle jamais, mais il y a des officiels parfois qui sont presque parfaits. Je dis presque parce que, bon, ça peut être un tir sur les 200 quelqu'un qui rate, mais il y en a des très bons officiels, ça c'est étant dit. Sauf que les moins bons, on dirait qu'on les revoit plus souvent, puis que... Est-ce qu'à un moment donné, Alain, il ne faudrait pas trouver une manière de rendre responsables un peu plus les officiels? Tu sais, lorsqu'on on va à la reprise vidéo, puis ça fait 10 fois de suite qu'on renverse la décision, y a-tu moyen que... pas de te renvoyer dans la Ligue mineure, là, mais y a-t-il un moyen je sais pas, de responsabiliser davantage les officiels? Alors, parce qu'on a l'impression qu'on commet des erreurs, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, puis on recommence. Alors qu'on sait fort bien que parfois, une petite décision, que ce soit une prise ou une balle, ou un retrait ou non, ça peut tout changer l'allure d'un match, ça peut tout changer l'allure d'une moyenne de points mérités, ça peut tout changer un paquet de choses. Oui. Écoute, en ce qui concerne les officiels, évidemment, une fois que tu as ta permanence, tu ne peux plus perdre ton emploi. Ça, les joueurs s'en sont plaints à un moment donné. Tu n'as pas de compte à rendre. Donc, on nommera pas de nom, Marc, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent, là, qui sont en bas de la liste. On pourrait élaborer là-dessus, mais est-ce que c'est un problème? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être revoir cette fameuse permanence chez les arbitres. Les joueurs, quand ça va pas bien, on les retourne dans les ligues mineures. Peut-être que les arbitres devraient être redevables également. Marc, ça m'amène à la zone électronique. Puis, tu en as glissé un petit mot tantôt. Le premier frappeur du match, je vais vous donner un exemple. C'est un match, on sait que ça va être serré. C'est deux bons lanceurs. On connaît l'importance du premier frappeur d'une manche. Et une. Puis là, le tir est légèrement à l'extérieur. On le voit dans la boîte, mais c'est une prise. Au lieu d'être 2-1, c'est 1-2. Je le sais que c'est un seul tir. Il y a 27 retraits dans... Mais Marc, ça peut changer. Ça change assurément le cours de la présence. Puis on le sait, le premier frappeur d'une manche, c'est peut-être la présence la plus importante dans une manche. Moi, je pense qu'on est rendu au point où il faut sérieusement songer à la zone électronique ou quelque chose d'hybride. Puis on en a discuté, Marc. Bon, donner l'occasion peut-être à un joueur de demander une revision d'un tir. Peut-être pas à la hauteur, mais c'est à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais je pense qu'on est rendu là, Marc. Je sais qu'il y a l'aspect humain, et ça, c'est l'argument qu'on nous sert le plus souvent, qui est valide. Mais la question que je pose quand on me dit ça, c'est qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'aspect humain du match ou encore de rendre la bonne décision? Ben, c'est pour ça que la solution hybride devient intéressante. C'est quoi la solution hybride? C'est que les équipes,
puis là, ça pourrait, évidemment, on pourrait jongler avec l'idée, là, mais les équipes ont, par exemple, trois possibilités dans un match de demander la reprise. Puis s'ils ont raison, ben ça continue. Ouais. Enfin, autrement dit, 3 prises, t'es retiré, là. Mais que ce soit lanceur ou receveur ou frappeur qui peuvent demander, évidemment, la reprise. Au niveau des ligues mineures, ça se fait très bien. C'est extrêmement rapide. Moi, les gens me disent, ouais, mais là, on va-tu perdre encore 30, 40 secondes? Non, non, non. Et la décision est rendue. Il faut qu'à l'intérieur de 2 secondes, que ce soit le receveur, frappeur ou lanceur, font le signal, c'est se taper ici là, sur la tête en disant « OK, je veux une reprise ». L'officiel se retourne pratiquement et la décision est rendue immédiatement. Là. Il y a des endroits où on décide de le faire à travers le tableau indicateur pour que tout le monde le voit. Donc, ça fait partie un peu là, du spectacle, un peu comme au tennis, par exemple. Bon, mais ça, c'est un petit peu plus long. Ça prend peut-être 2, 3 secondes ou 4 secondes de plus. La technologie, elle est là maintenant. Je le sais que on a beaucoup hésité sur les tirs haut et bas en raison, évidemment, des différents physiques des frappeurs. Ben oui. Parce qu'on sait très bien qu'on est capable maintenant, de façon électronique, pour les tirs au coin intérieur et extérieur. Ceci étant dit, il faut juste comprendre que si la balle effleure la zone des prises, c'est une prise, là. Tu sais, si vraiment, là, tu as 1/100 de la balle qui touche, donc ça paraît un tir à l'extérieur, c'est une prise. Parce que la balle a effectivement passé... Bon, puis n'oubliez pas que le marbre, c'est en 3 dimensions. Fait que tu as un début de marbre, tu as une fin de marbre. Fait que ça se peut que la balle à effet, la fameuse courbe là, que beaucoup de ciel ont, ben là, à ce moment-là, bon, ça sera ajusté. Mais on a avancé beaucoup dans la dernière année au niveau de la technologie pour comprendre que si José Altuve se présente au bâton puis que le prochain frappeur, c'est Aaron Judge, on soit capable aussi de doser la zone de prise. Puis doser la zone de prise aussi si le joueur est très penché. Tu sais, je veux dire, si le gars mesure 6 pieds 1, mais là, ce qui se présente au bâton, il a l'air de 5 et 5, juste parce qu'il est tout penché, bon, on est quand même à mesure d'aller chercher, bon, la zone de prise la plus réelle possible. Donc, on a fait des avancements à ce niveau-là, ce qui rend, là, la possibilité de le faire le plus rapide, ben, pas le plus rapidement possible, mais disons, dans un avenir assez rapproché. Mais là, la question que les gens me posent, OK, mais c'est bien beau l'hybride, c'est bien beau laisser encore une fois le choix à l'officiel, mais il dit, tant qu'à l'avoir, pourquoi pas l'utiliser pour tous les tirs? Alors, peut-être que le côté hybride va faire en sorte qu'on va vendre le concept davantage à le plus grand nombre de personnes possible. Mais inévitablement, ça s'en vient parce qu'Alain, tu le sais, on décrit des matchs, là, des balles rapides coupées ou des balles rapides tombantes de 99 000 à l'heure qui bougent de ça. Oui. Comment tu veux qu'un œil humain puisse rendre la bonne décision immédiatement? C'est là que ça devient difficile. C'est difficile pour les frappeurs qui tentent de trouver une solution pour s'élancer. Pas plus facile pour les officiels qui sont derrière, même s'ils n'ont pas à frapper une balle, il faut quand même qu'ils rendent la bonne décision. Puis je pense qu'on est rendu, le niveau de lanceur est tellement rendu bon. Tu sais, tu combines une balle rapide tombante à 99, puis le tir suivant, c'est une courbe de 78 qui tombe de ça. Puis il faut que tu rendes la bonne décision à chaque fois. Je pense que ça serait de rendre service aux officiels, moi, honnêtement, là, puis effectivement, ben là, le lanceur qui effectue le bon tir, qui tombe à 1 et 2, pour prendre l'exemple que tu as dit, ben c'est une balle 2 prises, au lieu d'être, après 3 lancés, on est déjà frustré de ce qui se passe, tu sais. Ouais. On est rendu là. Je pense qu'on est rendu là, puis l'autre exemple que je vais donner rapidement, Alain, c'est que rappelle-toi, les reprises vidéo, là, ben, les puristes n'aimaient pas ça, mais finalement, ben, le jeu avance, puis comme j'étais un peu frustré des fois parce que c'est pas la bonne décision, là, mais ça reste que là, on avance, puis que la technologie, ben, en 2024, elle fait partie du sport professionnel. Oui. Bien, écoute, ça nous amène à la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Et notre question, êtes-vous en faveur de l'utilisation de l'appel des prises de façon électronique? Vous pouvez élaborer. Envoyez-nous vos commentaires à propos de cette question. Ça apparaît sur notre site Compte Complet sur Facebook. Et également, c'est facebook.com/compte complet balado. Sur notre site internet également, comptecomplet.com. On a bien hâte de vous lire là-dessus.
Bon, 3 matchs qu'on vous présente cette semaine. L'horaire des matchs est présenté par la Boutique des Fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. On vous invite à consulter laboutique-des-fans.ca. 3 matchs cette semaine. On verra Édouard Julien ce lundi. Les Twins qui vont très bien vont accueillir les Mariners de Seattle. Leurs lanceurs partants vont extrêmement bien. Match qu'on vous présente à RDS à 19h30 ce lundi. Mercredi, les Yankees de New York à domicile face aux Astros de Houston. C'est à RDS 2. Et dimanche, on verra un duel à RDS entre les Braves d'Atlanta et les Mets de New York. J'espère que ce balado vous a plu. Merci Marc, et on se revoit évidemment pour ces 3 matchs. Et quant à nous, on vous souhaite une très bonne semaine de baseball. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.